Merci, c'est un grand plaisir de parler d'André Flieger, qui est un homme qui a immensément apporté à la section de mathématiques. Donc, curriculum vitae, il est né à Nyon, il a fait sa maths à Genève et licence de maths à Lausanne, à l'université de Lausanne. Et là, le professeur de Rome, dont Élise nous a dit qu'il était prof à Genève et à Lausanne, l'a recommandé auprès de Charles Erasmus à Paris comme un étudiant intéressant qui pourrait peut-être faire une thèse avec Charles Erasmus. Charles Erasmus est un contemporain de Rome, c'est un des fondateurs du groupe Bourbaki, et puis c'est un des pionniers de la topologie différentielle. Alors, le début de son séjour en France s'est passé à Strasbourg, où Erasmus était censé être détaché. Mais bon, Flieger ne l'a pas vu souvent. Mais pendant cette année-là, il s'est lié d'amitié et il a eu des dizaines d'heures de discussions mathématiques avec René Thom, qui est un géant de la topologie différentielle. Et, donc, comme vous voyez, il est comme Obélisque, l'X, il est tombé dans la soupe de la topologie différentielle. Alors ensuite, il est revenu une année à Genève pour remplacer un enseignant, et puis il a fait un séjour à l'Institute for Advanced Study de Princeton, 59-61. Là, je l'ai écrit en rouge parce que, bon, d'abord, il y avait une effervescence incroyable en topologie différentielle qui était dans ces années 50, qui explosait, si on veut. Et pendant ce séjour, il a démontré un de ses théorèmes, et ce théorème l'a rendu mondialement célèbre du jour au lendemain. Donc, du point de vue mathématique, c'est ça dont j'aimerais parler vers la fin. Pour ça, il faut que je fasse un petit peu que j'accumule du matériel pour pouvoir parler de ça. Ensuite, il était professeur à l'Université de Genève. C'était un homme d'une grande gentillesse et qui était toujours intéressé à comprendre ce que faisaient les autres. Alors c'était agréable de lui parler, parce que même s'il ne connaissait pas bien le sujet, il avait une telle intuition que rapidement il comprenait les tenants et aboutissants, il posait les bonnes questions. Ce qui fait que comme ça, il s'était fait des amis un peu dans le monde entier, des collègues, dont des grands mathématiciens, qui n'hésitait pas à faire un crochet par Genève pour venir parler avec lui. Donc ça apportait beaucoup à la section. Alors, pour parler, les travaux de Flieger dont je veux parler sont reliés d'une certaine manière à la théorie des nœuds, qui est un truc classique et assez intuitif. Alors, je vais un petit peu parler de ça pour développer du matériel qu'on va utiliser tout à la fin. Donc en nœud, en voilà, c'est un plongement, donc au minimum continu injectif, mais je préciserai, du cercle dans le plan, dans l'espace. Alors on peut le représenter par un dessin. Donc on fait de la topologie, tout ça c'est à déformation près. Donc ce nœud, ça s'appelle un nœud. Donc, celui-ci, il est en fait trivial, c'est comme le non-nœud, le on-not, parce que, comme ce brin passe 2 fois par-dessus, on peut le tirer, le pousser là, puis après en faire un beau cercle. Alors la théorie des nœuds, à part un peu de préhistoire, commence en 1875 par la publication de ce genre de table par le mathématicien britannique Tate. Alors, c'est seulement les 3 premières lignes, ça continue. Donc, on montre des nœuds. Ouais, voilà. Ah oui, c'est la souris. On dessine des nœuds qui sont en principe tous différents. Et puis, ça allait plus loin, la table. Et elle a été complétée par M. Tate, Litton, je crois. Et dans les années 1900, on avait des tables, des dessins comme listes de dessins comme ça, jusqu'à des nœuds à 9 croisements. Donc il y en a à peu près 250.
Donc là, il y a le non-nœud, et puis le deuxième, c'est le nœud le plus simple, le nœud de trèfle. Et puis, etc. Ça continue comme ça. Ici, on va jusqu'aux 7 croisements. Le gros chiffre, c'est le nombre minimum de croisements pour faire un dessin de dimension. Donc, on fait un dessin de dimension, mais on montre bien quel brin passe dessus, quel brin passe dessous, ce qui fait que ça détermine le nœud donc la déformation. Après, c'est ce qu'on cherche. Ces tables, le problème de ces tables, c'est que c'était en fait une espèce de conjecture, parce qu'on n'était pas du tout capable de démontrer que ces nœuds étaient, par exemple, pas équivalents. Comment vous voulez être sûr que ce nœud, je ne peux pas le déformer, le compliquer, puis le simplifier, puis qu'il ne soit pas, pour finir, égal à celui-ci. Au XIXe siècle, on n'avait aucune technique pour démontrer ça. Mais les techniques vont arriver assez rapidement par la topologie algébrique. On regarde le complémentaire du nœud, et puis on fait de la topologie algébrique. On met des invariants algébriques, comme a expliqué Élise. Où est-ce que j'arrive? Donc, on associe à chacun comme ça de ces nœuds, soit un polynôme, soit un groupe, c'est-à-dire un entier. Et puis si ces deux objets sont différents, eh bien on saura que les nœuds sont différents. Alors on a fait comme ça à partir des années 30. On avait déjà bien avancé dans cette table, on avait pu démontrer que ces choses étaient justes, mais il restait d'autres cas et qui ont résisté très longtemps. Pour finir, il a fallu, je crois, 74 ans pour arriver à tout liquider et à valider cette table à très peu de corrections près. Je crois qu'il y avait 2 nœuds à 9 croisements qui représentent 2 dessins qui représentaient le même nœud. Et puis quelques oublis. Alors, bon, ça n'a pas clos de sujet parce que le plus célèbre des étudiants des Flieger, Vaughan Jones, dont David a parlé tout à l'heure, en 1974, il a inventé une toute nouvelle façon de faire des invariants algébriques directement à partir du dessin, des polynômes. Et ça a ouvert un gigantesque nouveau chapitre au sujet. Et pour ça, il a eu la médaille Fields en 1990. Bien. Il y a encore quelque chose dont j'aimerais parler, une distinction qui va être un petit peu importante. Ces dessins, ils sont lisses. Il y a la courbe avec une tangente. Donc, on imagine qu'ils représentent des nœuds différentiels qui ont une tangente à chaque point, ce qui est le cas. Mais pour faire cette géométrie algébrique, les gens ils ne travaillaient pas avec des nœuds comme ça. Ils travaillaient avec des nœuds polygonaux, etc. Donc, on peut paramétriser le cercle, disons, entre 0 et 2 pi. Et puis, polygonal, ça veut dire qu'on peut on peut faire une partition de cet intervalle, régulière ou pas, de manière que pour chaque intervalle va sur un segment de droite parcouru à vitesse constante. Donc, si c'était l'origine ici, ça serait linéaire. Et puis, même chose pour la déformation. Si je fais le film de la déformation entre le temps 0 et 1, dans R3 fois 0,1, alors de nouveau, on va mettre une triangulation, des triangles comme ça, et puis cette surface sera plongée aussi semi-linéairement. Chaque triangle va, si on mettait l'origine au départ du sommet, ça serait quelque chose de linéaire. Ça s'appelle donc la géométrie linéaire par morceaux, en anglais piecewise linear, ce brèche IL. Donc c'est avec ça qu'on travaillait, pas avec des choses différenciables qui paraissaient
la technique était trop difficile. Mais il se trouve que cette classification PL ou différenciable, c'est la même parce qu'on peut lisser ces angles, etc. Et puis aussi ces triangles. Comme on a seulement des angles et des angles de droite et des triangles, ça va. Bon, alors on peut se rapprocher maintenant un petit peu des travaux d'Effliger. En fait, au lieu de S1 dans R3, on peut faire des choses en dimension plus grande. S1, c'est la sphère en dimension 1. Mais si on ajoute un axe, c'est qu'on va trouver une sphère dans R3, une sphère de dimension 2, et puis on peut la plonger dans R4. Le truc ici, c'est de garder n et n plus 2. Alors j'ai quand même écrit le dessin de cette table parce qu'on s'est aperçu dans les années 30 qu'on pouvait, avec un nœud comme ça, on pouvait, avec des façons de l'entortiller, qui s'appelle spinning, il y a plusieurs versions, on fabrique un nœud, ça s'appelle des nœuds de dimension supérieure. Mais l'étude systématique a été faite à partir de 1965 par Michel Kerber, dont Tatiana parlera tout à l'heure. Alors, notamment, son premier résultat, c'était de démontrer que c'est ce qu'on avait jusque-là étudié en partant de nœuds de petites dimensions, puis les tourner pour agrandir la dimension. C'était une toute petite minorité. L'immense majorité de ces nœuds ne peut pas être construite comme ça. Alors, on se rapproche des techniques d'Effliger. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu de prendre... au lieu de prendre n et n plus 2, on prend n, n plus 3, n plus 4. Donc, Sn dans Rm avec m plus grand que n plus 3. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est comme le passage des nœuds de dimension 1 dans les nœuds de dimension n, mais en codimension 2, et on va avoir plus de nœuds parce qu'on a plus de place? Oui, mais on a aussi plus de place pour faire des déformations. Alors, il risque d'avoir moins de place. Alors, qu'est-ce qui va gagner? Eh bien, dans le cas PL, ça démarre en fanfare avec ce théorème du mathématicien anglais Christopher Zeeman. Dans ce cas-là, il n'y a pas de PL. Ils sont tous équivalents, il n'y en a plus qu'un. Bon, ça c'est le sommet de cette topologie PL que j'ai dit, qui avait en fait régné dans la première moitié du XXe siècle, et puis qui va petit à petit être remplacée par la topologie différentielle, qui est celle qui est intéressante. Mais alors, Effliger à Princeton, avec son background et les gens qui étaient autour de lui, il s'est lancé le défi de démontrer ce théorème aussi différenciable. La démonstration, PL ne sert à rien, elle n'est pas lissable, donc il faut de nouveaux points de vue. Et il a réussi partiellement, d'abord. Donc c'est le même énoncé mais différenciable, sauf que l'hypothèse est beaucoup plus faible. N plus 100 plus 2 tiers de m. Bon, ben, si n est par exemple 999, donc n plus 100 ça fait 1000, ça va faire pour m 1500, donc on devrait le plonger dans R. Une dimension plus grande que 1500 pour qu'il n'y ait qu'une seule classe, alors que PL, ben, il n'y en a qu'une dès qu'on a 3. Mais bon, quand même, ce théorème a déjà été remarqué parce que c'est un nouveau point de vue, et puis aussi c'est un corollaire simplement d'un théorème beaucoup plus général.
Mais bon, Figuier était quand même toujours envie de descendre et puis d'arriver à 3 à la place de cette espèce de codimension qui pouvait grandir. Donc il a essayé, mais il n'y arrivait pas. Alors il s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on est au cas limite où on a une égalité, n puissance égale 2 tiers de m. Bon, alors n plus 1, c'est un entier, donc m, ça veut dire que m est divisible par 3. Donc on peut poser m 3d, et puis si on fait ça dans l'équation, ça fait pour n 2d moins 1. Donc il a essayé de voir où ça coinçait, et puis il a beaucoup travaillé, mais ça coinçait toujours, et pour finir, il s'est dit, tiens, après tout, si je devais montrer un contre-exemple, si je trouve un contre-exemple, là, du coup, il l'a trouvé très, très rapidement. Et donc, oui, ça c'est des exemples. Pour d égale 1, S en R3, mais ça ne nous intéresse pas, parce que c'est codimension 2. Après, ça fait 5, et puis ce que j'avais mis là, 49 dans 1500. Et donc son théorème, c'est que si D est pair, alors l'ensemble des classes d'équivalence de nœuds est infini en bijection avec les entiers. J'ai écrit comme ça parce que je vais essayer de dire la bijection. J'ai encore un peu de temps. Qu'est-ce que c'est? 1 minute. Ah, d'accord. Alors, en fait, la bijection est faite comme ça. On trouve un nœud à qui on a ceci, l'entier 1, et puis ça somme. Ah, j'ai pas parlé de somme correcte. Bon. C'est le générateur. Alors, ils sont tous obtenus comme ça, avec pas ou avec son image miroir. Il n'est pas ça. Ouais. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que ce nœud K peut être obtenu de manière très élémentaire. L'idée, c'est de partir de ce qu'on appelle les anneaux de Borromée. C'est une configuration de 3 cercles, tels que si on en enlève un, ils se séparent complètement, tandis qu'ils ne sont quand même pas triviaux, parce que si on fait la somme connexe du jaune et du bleu, ça fait plus qu'un cercle, et puis encore avec le rouge, ça fait un nœud, un nœud ordinaire, de classique, et c'est en fait le nœud de trèfle. Alors, Figuier a réalisé ça par 3 ellipses. Une dans le plan YZ, vous voyez l'équation d'une ellipse de demi-axe alpha-bêta. On permute cycliquement les variables. Voilà. Et puis, si on obtient 3 ellipses, si on les connecte avec des petits tubes comme T1, T2, eh ben, on trouve ceci est un dessin du nœud de trèfle. Bon, il a 12 croisements, mais c'est le nœud de trèfle. Alors, l'idée de Figuier, c'est que X, au lieu d'être de dimension 1, ça peut être un espace vectoriel de dimension D, X égale X1, Xn. Ces équations, bon, je ne peux pas écrire Y carré ou X carré, mais je peux écrire leur norme au carré. Donc voilà, ça c'est le dessin sur le truc des Figuier. Et bon, ben donc on est dans, puisque x égale 0, on est dans R2D, et on a une équation, ça fait une sphère de dimension 2D-1, 3 sphères, on les connecte par 2 tubes, et ça fait ce nœud. Donc D est pair, voilà donc 2 cas, ce qu'il a fait. Merci.